portera donc sur le profil et le rôle des femmes dirigeantes de la FFEPGV dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet fédéral, donc 1888-1972, présenté par Natalia Bazol, qui est maîtresse de conférence à l'université de Grenoble, au laboratoire Sens, et qui donc représente un groupe de travail. Donc j'ai cité également ses collègues, donc Pierre-Alban Lebec, Yves Morales, Jean Saint-Martin et Yves Travaillot. Voilà, donc je suis affublé d'une arme redoutable qu'on appelle. Attendez, je retrouve juste le truc. Voilà, alors, donc je vous préviendrai si ça se la technologie fait des miracles. Voilà, donc une vingtaine de minutes pour présenter le travail, et donc ensuite on enchaînera et retour aux questions plus tard. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Donc moi je veux vous présenter une communication donc, au nom du groupe de recherche de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire sur la place et les rôles des femmes dirigeantes dans cette fédération. De 1888, donc date de la création de la fédération via la Ligue girondine d'éducation physique avec Philippe Lissier, à 1972, qui est la date de la fusion avec la fédération hébertiste, qui va modifier pas mal de choses au niveau de l'organisation fédérale, et donc c'est pour ça qu'on a choisi cette date de rupture pour s'intéresser aux dirigeants. Donc cette fédération, c'est une fédération affinitaire, donc, qui s'organise plutôt autour d'un projet éducatif que d'une pratique en tant que telle, et donc qui rassemble ces pratiquants autour de ce projet. Et la particularité de ce projet fédéral, ça va être d'être explicitement destiné aux adultes des deux sexes, systématiquement dans la formulation des projets successifs de la fédération, donc que ce soit dès 1888 avec l'éducation physique des garçons et des filles, ou en 1953 quand Pierre Serin définit le projet d'organisation d'une pratique cette fois extrascolaire, la gymnastique volontaire, qui est elle aussi destinée aux adultes des deux sexes. Alors dans ce cadre-là, la présence des femmes, elle reprend un certain nombre de caractéristiques qui ont déjà été soulignées dans les travaux sur les dirigeantes sportives. Il y a certes une sous-représentation de ces femmes dans les instances fédérales, une division sexuée également des tâches au sein des instances fédérales pour ces femmes. Mais néanmoins, cette fédération, elle a la particularité d'être extrêmement féminisée parmi ses pratiquantes. Et donc, les femmes, à partir de cette féminisation, ont une présence originale dans les instances fédérales. Et en particulier, c'est la première fédération française à avoir été présidée par une femme, qui était Nicole de Chavannes en 1980. Donc cette présence originale, elle interpelle, et il nous a semblé intéressant de travailler sur le fait que ce n'était pas uniquement lié à la féminisation des pratiquantes, mais à des mécanismes qui existaient au niveau de la fédération. Et donc ce que je vais essayer de montrer à travers 3 temps dans l'histoire de la Fédé, c'est que finalement cette présence originale des femmes, elle s'articule entre un projet fédéral qui leur a toujours laissé explicitement une place, et puis un certain opportunisme de la fédération qui a vu dans les femmes des ressources humaines nécessaires, parfois à la survie, parfois au développement du mouvement, et donc il les a, entre guillemets, recrutées pour répondre à des besoins concrets liés au développement de la fédération. Et puis, de manière plus classique, je montrerai aussi qu'elles ont été plutôt destinées à s'occuper du volet féminin du projet fédéral. En termes de corpus, on s'est appuyé sur les archives de la fédération, donc sa revue fédérale bien sûr, les contenus des comptes rendus de diverses réunions des instances fédérales, commissions, AG, etc. Et puis des entretiens avec des dirigeantes, alors des dirigeantes à la fois officieuses, parce qu'elles ont joué un rôle très important dans le développement de la fédération, notamment dans les années 50, c'est plutôt Gilberte Rougier et Evelyne Lavoile, et puis des dirigeantes plus officielles qui ont été élues au comité directeur fédéral par l'intermédiaire de Marie-Claude Caron. Donc je reviendrai un petit peu sur leur profil après. Donc je vais essayer de montrer à travers trois temps, de manière assez rapide, comment s'articule justement ce projet fédéral et puis une forme d'opportunisme dans la présence des femmes dans cette fédération. Le premier temps, c'est le temps où la Ligue girondine puis Ligue française d'éducation physique se consacre à l'éducation physique scolaire. Donc là, on est vraiment sur une orientation qui est liée à l'école, à destination des garçons et des filles, et dans ce temps-là, la présence des femmes va être ponctuelle,
Donc je vais montrer qu'il y a deux moments où elles sont particulièrement investies dans la fédération, ponctuelles et au service vraiment de la survie de la Ligue, hein, dans des moments où la Ligue peut être mise en difficulté dans ses actions, on va dire, phares, celles qui sont connues dans l'histoire de l'éducation physique et visibles. Et donc comment ces femmes elles vont être utilisées pour servir finalement la survie de cette Ligue. Alors le projet fédéral à cette période, c'est un projet donc, qui s'articule sur l'éducation physique scolaire, avec la définition de rôles sociaux très différenciés entre les filles et les garçons, et une éducation physique des filles qui doit servir la formation pour résumer, hein, la formule de Tissier, c'est la formation des futures mères républicaines. Et donc, ce projet, qui est destiné à la fois aux garçons et aux filles, il démarre par des initiatives qui sont prises en direction des garçons. L'élan scolaire, cette grande compétition de jeux scolaires qui est organisée par la Ligue dans l'Académie de Bordeaux. Et puis les cours de préparation militaire aussi à destination des garçons pour concurrencer sur le terrain les sociétés de gymnastique. Et donc, voilà. Ces initiatives, elles commencent à s'essouffler un peu au début du XXe siècle. Et Tissier reformule le projet de la Ligue à ce moment-là autour d'un projet beaucoup plus vaste que seulement l'éducation physique, en articulant sa pensée avec celle des médecins hygiénistes, voire eugénistes, il y en a quelques-uns qui écrivent dans la revue, pour définir un projet d'hygiène sociale qui doit passer par l'école et qui donne de l'importance finalement à l'éducation physique des filles. C'est ce que reflète un petit peu la citation que j'ai mise à l'écran, hein, où il dit éduquer les garçons, c'est bien, mais prendre la jeune fille au foyer et lui donner une éducation physique, finalement, c'est mieux. Et donc ça donne de l'importance, hein, ce projet d'hygiène sociale dans le contexte du début du XXe siècle, il donne de l'importance à l'éducation physique des filles dans le projet de la Ligue. Donc on voit bien que là le projet est ouvert et orienté aussi, hein, vers ces filles. L'opportunisme de la Ligue, c'est finalement dans le discours de Tissier qu'on peut le percevoir. Cette méthode de manière classique, hein, elle est qualifiée de période de guerre des méthodes, alors même si l'expression est discutée aujourd'hui dans l'historiographie de l'éducation physique, mais l'idée c'est quand même pour Tissier d'imposer cette méthode suédoise par rapport aux autres méthodes. Et un de ses arguments forts, c'est que cette méthode suédoise, elle est particulièrement intéressante pour les individus les plus faibles, parmi lesquels il va placer les jeunes filles. Et donc, utiliser cet argument d'une méthode suédoise adaptée aux filles pour développer son activité, et notamment au regard de la méthode de Georges Demny, qu'il critique de manière très régulière du point de vue de l'éducation physique féminine à cette période. Donc on voit l'opportunisme possible dans l'utilisation des arguments liés à l'éducation physique des filles pour développer son projet et sa méthode à cette période. Alors par rapport à ces éléments, la présence des femmes, elle va s'organiser en deux moments ponctuels. Le premier moment, donc, c'est un moment où se constitue au sein de la Ligue ce qui est appelé un comité des dames. Donc c'est de manière assez classique dans les associations sanitaires et sociales du début du XXe siècle qui sont souvent organisées par un comité directeur masculin et qui à côté ont un comité des dames. Et d'ailleurs les dames du comité ne sont pas du tout invitées à participer au comité directeur de la fédération, hein. Donc c'est une action qui au départ est préparée par un médecin, Gilbert Lasserre, qui est un proche collaborateur de Tissier sur Bordeaux, qui écrit aussi beaucoup sur l'éducation physique des filles à cette période. Et c'est un comité qui est composé, là aussi de manière assez classique par rapport aux œuvres sociales de la période, de femmes issues de la bourgeoisie bordelaise. Donc il y a la femme du maire, la femme du recteur, la femme de l'inspecteur d'académie, les femmes de médecins, les femmes bien sûr des membres de la Ligue aussi qui composent ce comité et qui vont s'inscrire dans l'action de ce comité dans le cadre d'une philanthropie militante, hein, telle que l'a définie Pugier-Martin en 1983, c'est-à-dire vraiment dans l'idée d'un devoir social, d'une implication sociale qui est nécessaire. Et donc ces femmes, elles vont s'inscrire non pas dans une dimension politique au sein de la fédération, mais plutôt dans une approche pragmatique du développement de l'éducation physique des filles. Donc aider le développement de l'éducation physique des filles dans les écoles, par l'achat de jeux, par l'achat de manuels pour les institutrices,
Elles vont aussi organiser, et ça c'est une particularité qui va durer quelques années, un concours entre les écoles communales de filles qui va compléter les landis primaires à partir de 1903. Donc les landis des écoles primaires qui étaient organisés par la Ligue pour les garçons vont être complétés par leur versant féminin à partir de 1903. Et puis, elles organisent aussi des actions de formation, des conférences, des cours pour les institutrices à l'école normale d'institutrices de la Gironde, pour essayer justement de développer par la formation la présence de l'éducation physique dans les écoles, essentiellement les écoles primaires de la ville de Bordeaux. Ce comité, il s'arrête en 1908 parce qu'il va y avoir un conflit entre Gilbert Lasserre et Philippe Tissier qui va conduire à une scission au sein de la Ligue. Et donc Gilbert Lasserre va sortir de la Ligue et emmener avec lui le comité des dames. Et je n'ai pas pu retrouver ce que devenait Gilbert Lasserre et le comité des dames après 1908 pour l'instant. Le deuxième temps ponctuel de cette période, il s'organise autour de la personnalité de Marguerite Despots, qui va être la première femme à entrer au conseil directeur de la Ligue, cette fois en tant que conseillère technique, donc en 1936. Elle va y rester au moins jusqu'en 1943 et on n'a pas encore défini de manière certaine, mais certainement jusqu'aux années 50 dans le comité directeur. Il nous manque les archives de la Ligue sur les années de la période de Vichy notamment, et donc après c'est difficile de rapprocher le parcours de Marguerite Despots. Cette Marguerite Despots, donc, son parcours il est très lié à celui de Tissier, qui la qualifie d'ailleurs de filleule, hein, qui s'appelle le parrain et sa filleule, avec tout ce qu'il y a derrière en termes de représentation genrée aussi de sa participation. Mais elle a aidé beaucoup Tissier pendant la guerre dans la rééducation des blessés. Ensuite, elle est partie à Gand, à l'Institut supérieur d'éducation physique de Gand, pour rédiger une thèse sur l'éducation physique féminine et la puberté. Et puis, elle revient dans le Nord d'abord, et puis dans l'Académie de Bordeaux ensuite. C'est celle qui écrit le plus sur l'éducation physique des filles dans la revue dans l'entre-deux-guerres. Elle va avoir un engagement au sein de la Ligue au service du développement de l'éducation physique des filles. Donc, elle va développer la section du Nord de la Ligue, avec notamment le professeur Debert, par exemple, et le recteur Foy, en créant des sections, même des cours mixtes d'éducation physique au début des années 20 dans le Nord. Et puis ensuite, elle travaillera dans les écoles primaires supérieures de Bordeaux, à l'école normale d'institutrice, et puis à l'IREP aussi de Bordeaux, où elle sera chargée de cours. Donc elle, Tissier la voit vraiment comme son assistante, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est vraiment investie dans le projet, le développement du volet féminin du projet de la Ligue. Donc voilà pour cette période, avec des formes d'investissement qui demeurent ponctuelles et liées à un contexte bordelais finalement particulier. Le deuxième temps que je voulais développer, c'est le temps de Pierre Serin et de son développement donc, du projet GV, avec sa capacité donc, à formuler, à constituer une équipe autour de lui, composée notamment par opportunité aussi de collaboratrices, en particulier autour du CREPS de Bordeaux. Donc dans cette période, le projet, je vous l'ai montré en introduction, il concerne bien les adultes des deux sexes. Et puis il y a des valeurs qui sont portées dans ce que Pierre Serin appelle l'esprit GV, qui correspondent bien aussi aux normes de féminité, disons, traditionnelles de cette période, qui sont fondées sur trois piliers, donc le refus du sport de compétition, la rationalité scientifique et technique de ces contenus pour en garantir le sérieux, et puis ce qui va nous intéresser aussi pour les dirigeantes, la volonté de Pierre Serin d'organiser un mouvement qu'il appelle un mouvement populaire, basé sur le militantisme et des qualités qu'il va rechercher chez ses collaborateurs et collaboratrices, l'enthousiasme, le dévouement, le désintéressement, et il parle d'un dévouement complet aux paroles du maître, Philippe Tissier. Et donc dans le discours de Pierre Serin, on retrouve très régulièrement à cette période cette volonté de montrer que l'engagement militant apporte énormément de satisfaction qui ne sont pas pécuniaires, mais qui se traduisent par voilà, la satisfaction, l'enthousiasme d'avoir tenté quelque chose, etc. À cette période, il s'adresse prioritairement aux éducateurs, et notamment aux profs de PS et aux maîtres de PS, pour l'aider à construire ce mouvement populaire. Et encore une fois, une pratique, autour d'une pratique qui doit s'adresser à la fois aux filles et aux garçons.
dans le secteur cette fois extrascolaire. La gymnastique volontaire, hein, c'est en dehors des établissements scolaires. Donc le premier recrutement de Pierre Serin va être un recrutement opportuniste via le CREPS de Bordeaux, à travers 2 femmes qui vont l'accompagner dans la mise en place de cette GV à partir du CREPS dont il est directeur à l'époque. La première, ça va être plus la caution scientifique, on va dire, du mouvement et de Pierre Serin. Donc c'est Gilberte Rougier qui l'a rencontré au laboratoire de physiologie de Bordeaux où elle a travaillé, où elle a soutenu sa thèse en médecine avec le professeur Fabre et où Pierre Serin fréquente aussi de manière régulière. Et donc Gilberte Rougier, dans l'entretien qu'on a mené, hein, elle explique qu'elle avait des responsabilités sur Bordeaux, qu'elle avait des bons liens avec les membres du laboratoire de physiologie au rectorat et qu'elle a toujours essayé d'aider la fédération. La deuxième, c'est Evelyne Lavoile, qui était la secrétaire du CREPS de Bordeaux. Et elle, c'est vraiment la dirigeante officieuse de l'ombre. Elle n'apparaît nulle part dans les comptes rendus de la fédération. Mais quand on l'interroge, ou quand on interroge Raymond Dinetti aussi, qui était un des collaborateurs de Serin, c'était vraiment elle qui assurait toute la gestion administrative, tout le secrétariat de la fédération en complément de son investissement au CREPS. Et qui remplaçait Pierre Serin quand il était parti en congrès, en conférence, etc., dans la réponse à toutes les sections qui se créaient, toute la gestion administrative de création d'associations, etc. Donc elle a eu un rôle important qui était intégré finalement dans son emploi de secrétaire du CREPS de Bordeaux à l'époque. Globalement, au niveau national, il y avait quand même une faible représentation des femmes au comité directeur de la fédération. Et 2 femmes donc, qui ont siégé simultanément au comité directeur fédéral. Donc il y avait Jacqueline Roger, qui est prof de PS, et puis successivement Madame Delaye et Madame Cateau. Donc on voit que les femmes qui sont présentes sont issues du milieu éducatif et médical. Et leur recrutement est de toute façon très encadré par les statuts de la fédération qui stipulent qu'il faut être membre titulaire, donc éducateur ou médecin. Elles sont aussi présentes dans une commission qui est la commission de gymnastique féminine, qui n'a pas de portée politique dans le sens où c'est une équipe de gymnastique volontaire qui est composée de femmes et qui circule en France et à l'étranger pour témoigner de la pratique de l'AGV, des bienfaits de la pratique de l'AGV. Mais dans cette commission de gymnastique féminine, on va trouver par exemple Marie-Claude Caron, qui sera une des dirigeantes de la période suivante. Une femme, et je vais passer rapidement à un rôle particulier ici, c'est Jacqueline Roger, donc, qui va être vice-présidente de la fédération en charge de l'éducation physique féminine, donc, et qui va être un modèle aussi en tant que femme militante pour les femmes qui vont ensuite s'investir dans la fédération dans la période suivante. Je passe rapidement pour avoir le temps de vous dire quelques mots de la dernière période. La dernière période, donc c'est une période qui va de 1964 à 1972, qui va être particulière parce que au-delà des éducatrices, on va commencer à recruter les dirigeants parmi les gymnastes volontaires, donc les pratiquantes, et elles vont être vraiment les chevilles ouvrières de l'explosion de la fédération à cette période. 1964, c'est une rupture parce qu'il y a un changement de statut, et je vais le montrer rapidement. Les statuts vont être beaucoup plus ouverts au recrutement d'autres catégories que les éducateurs et les médecins, et permettre justement l'investissement de ces femmes. Donc l'opportunisme, le projet reste celui de Pierre Serin, développer une pratique extrascolaire à destination des adultes des 2 sexes. Et l'opportunisme de la fédération, là, il s'inscrit vraiment dans une situation d'urgence. Donc j'ai remis le développement du nombre de licenciés à cette période. Donc une explosion du nombre de licenciés avec une féminisation très importante de ces licenciés. Et donc il y a une urgence à recruter des cadres administratifs pour organiser ce mouvement concrètement sur le terrain. Et ça va conduire à être finalement dans l'obligation, hein, ce n'était pas forcément un souhait de départ. D'ailleurs, les cadres de la fédération s'inquiètent beaucoup de cette arrivée des gymnastes volontaires dans une fédération qui était consacrée à l'éducation physique. Il y a une grande inquiétude sur l'identité de la fédération, mais l'urgence fait que ces ressources humaines étaient nécessaires.
Et donc, il va y avoir au niveau local énormément de femmes investies dans la gestion des sections, des comités départementaux, etc. Et puis au niveau national, une augmentation de la proportion de ces femmes dans les comités directeurs, avec les premières gymnastes volontaires, par exemple Madame Guillaudin, qui arrive au comité directeur de la fédération, et elle devient même vice-présidente en 1970. Il y a aussi la création de la Commission nationale de gym volontaire qui est chargée spécifiquement, c'est un peu une entité à part au sein de la fédération, chargée spécifiquement d'organiser la gymnastique volontaire. Et là aussi, on va avoir un certain nombre de femmes qui s'investissent de façon importante. Donc ça, c'est permis grâce au statut, je le disais, avec un projet de décentralisation en 64 qui va créer les comités départementaux, l'élargissement des conditions d'élection, et puis le fait de stipuler, mais ça c'était commun à l'ensemble des fédérations, que les représentantes féminines au comité directeur doivent être un nombre au moins égal à celui des tranches de 10% parmi les pratiquantes. Alors c'est pas atteint au cours de cette période par l'AGV, mais ça va l'être assez rapidement. Et le dernier point, c'est qu'il va y avoir un ensemble aussi et ça c'est peut-être particulier à la FFEPGV, de tactiques incitatrices à l'investissement de ces femmes parce qu'il y a cette urgence pour développer la Fédé, à l'échelon fédéral en produisant des documents administratifs très pédagogiques à destination des dirigeants locaux, la formation des dirigeants aussi qui s'adresse, le premier stage administratif est composé à peu près à 75% de femmes, et puis un accompagnement qui est mis en place par les pionnières, avec des aménagements des jours, des horaires retenus, voire à certains moments il y a des garderies pour les enfants qui sont organisées pour organiser les réunions, et la répartition aussi des temps de parole, l'organisation de la parole, qui va être quelque chose d'important dans l'investissement des femmes dans ces réunions fédérales. Et en conclusion, simplement pour dire qu'on va trouver aussi au sein de la fédération des résistances à cet investissement qui sont aussi assez classique. Donc il y a cette résistance à l'investissement des gymnastes volontaires de la part des éducateurs physiques et des profs d'éducation physique qui ont peur que l'esprit GV soit perverti par ces petites pratiquantes qui arrivent. Et puis le témoignage de Marie-Claude Caron montre que quand même les hommes de la fédération ne laissaient pas entrer comme ça les femmes de manière si simple quand elle raconte ses premiers moments au comité directeur de la fédération. Voilà, merci. Merci beaucoup Natalia pour la présentation. Donc je vous propose d'enchaîner avec Anne-Roger et Lizerda Eli. Nous on a regardé sur le diaporama, on n'a pas envoyé le bon, donc on va peut-être se connecter. Je sais pas s'il est pas là le souci particulier. Ce qui va vous permettre de vous présenter en attendant. Voilà. Donc, Anne-Roger, maîtresse de conférence à l'Université de Lyon, laboratoire BIX, si je ne me trompe pas. Et Louise Erdaeli, maître de conférence à l'Université de Lyon également. Et pardon, pas BIX, LBIX, c'est pour moi. BIX, c'est à dire, donc ce sera pour le soir. Ce serait peut-être un transfert éventuellement possible. J'étais en train de préparer le mercato pour la saison suivante. Voilà, donc toutes mes excuses, c'est bien le laboratoire Elvis. Voilà, et donc la présentation, et oui, et votre collègue également Pascal Charouin, qui est associé à cette présentation. Et donc la thématique sera, enfin le sujet, la première agrégation de PS et de sport, une relation révélatrice de la complexité du phénomène sportif. Et voilà, on est synchro avec la mise en place de la présentation. Voilà, je vous laisse une vingtaine de minutes pour présenter votre travail. Ensuite, on aura l'occasion de passer à la troisième présentation. Ça marche, merci pour cette présentation. Et donc on excuse Pascal Charouin qui travaille avec nous sur ce projet, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Mais c'est bien une communication à trois voix que l'on va faire. Alors on va donc vous parler de la première agrégation d'EPS qui se tient en 1983. Et juste pour situer, c'est un projet en cours qui avance doucement. Donc le premier cours de l'agrégation a lieu en 83. On rappelle rapidement que c'est quand même une histoire qui s'inscrit dans le temps long, qui est marquée à la fois par la normalisation scolaire de la discipline, l'éducation physique,
la légitimation statutaire des personnels enseignants d'EPS. Le concours de l'agrégation est le premier concours qui permet, statutairement parlant, aux professeurs d'EPS d'avoir un statut qui est aligné sur ceux des autres disciplines scolaires, et plus largement l'institutionnalisation de la recherche en stats. Alors pour cette communication, on s'est centré sur les épreuves d'admissibilité et d'admission de l'agrégation, en partant de l'idée que chacune de ces épreuves révèle des attendus de l'institution scolaire concernant les agrégés d'EPS, dont nous avons par ailleurs pu dresser un premier portrait. Alors pour ce qui est des premiers agrégés d'EPS, on renvoie à ce papier, mais juste pour rappeler que ce sont majoritairement des personnels qui sont déjà en exercice, et plus précisément encore des hommes qui sont des hommes, voilà, je m'arrête là, des hommes, et qui sont également insérés dans les réseaux de formation et souvent situés en région parisienne. Alors dans la continuité de ce premier travail, notre objectif aujourd'hui, c'est de contribuer aux réflexions sur la place et les formes de pratique du sport dans l'univers professionnel de l'EPS au début des années 1980. Et on s'est appuyé sur un certain nombre d'archives, sur le premier programme, le programme du premier concours de l'agrégation, des bibliographies indicatives qui sont diffusées dans les revues professionnelles et scientifiques du champ, les copies de l'ensemble des candidats de la première épreuve d'admissibilité. Alors, il y a plus de 600 candidats qui composent à cette première épreuve d'admissibilité à l'écrit 1, en tout cas en 83. Le rapport jury de l'agrégation de 1983, cela ayant été croisé avec les programmes, les rapports jury d'autres disciplines scolaires pour essayer de positionner l'EPS par rapport aux autres disciplines scolaires. Donc vraiment, l'objectif, c'est vraiment de sonder ce que nous dit cette première agrégation d'EPS, les relations entre l'EPS et le sport au début des années 1980. Voilà, alors on va s'arrêter, rapidement, on va faire 3 parties, mais tu peux laisser un premier temps sur culture sportive. Parce que voilà, c'est ce que nous dit l'agrégation des liens entre EPS et sport à travers la culture sportive que le jury de l'agrégation d'EPS souhaite voir se développer chez les candidats et inversement celle qui est portée par les candidats qui se présentent à l'agrégation. Donc un premier temps, on va revenir sur le cadre conceptuel de la culture tel que nous l'avons adopté. Un deuxième temps, on essaiera d'appliquer cet ancrage théorique aux différentes épreuves d'admissibilité d'admission de l'agrégation d'EPS. Et un dernier temps, on s'arrêtera plus spécifiquement sur l'oral 3 pour discuter la technique, en tout cas comme élément de la culture sportive et plus largement l'agrégation au carrefour de l'ensemble de ces cultures sportives. Alors culture sportive, de quoi parle-t-on? Ça a été la première question que l'on s'est posée. Alors on est parti, donc voilà, tout le monde s'entend sur le fait que le mot culture est quand même éminemment polysémique. On est parti classiquement d'une première acception du terme donnée par le mot agriculture, sur le fait que le cultivateur hérite du passé une terre naturelle, vierge, qui cultive, sème au présent, en espérant des récoltes dans les futurs. Tout cela pour dire que l'enjeu étant de travailler les temporalités autour du passé, présent et futur, et notamment les techniques comme passeur de culture dans le cadre scolaire. Dans le cadre scolaire, on retrouve assez souvent la définition de Paul Langevin, à savoir que l'homme cultivé est celui qui appréhende tout ce qui dépasse le cercle étroit de sa spécialité et de l'actualité immédiate. C'est d'ailleurs ce qui est repris dans le plan Langevin en 1947, et approche que l'on a couplée à celle d'André Chervel, sur le fait que cette partie de la culture acquise à l'école qui trouve dans l'école non seulement son mode de diffusion, mais aussi, c'est important, son origine. Donc, des questions sur la culture scolaire, et pour ce qui est des cultures sportives, on a pris appui sur les acceptions qui nous sont données par Christian Potiello. Alors vous avez les définitions qui sont tirées de son ouvrage, mais ce qu'on retient de ces définitions, c'est 3 sens, un sens sociologique restrictif, où vraiment là, donc dans une approche bourdieusienne, l'idée étant de dire que les cultures sont hiérarchisées, qu'elles sont classantes, qu'elles sont distinctives, il y aurait des gens cultivés et d'autres qui ne le sont pas, et une première approche où l'on a pu s'arrêter sur le fait que pour discuter de la culture savante, cultivée, discriminante qui pouvait être mise en place dans certaines épreuves de l'agrégation. Un deuxième temps, au sens ethnologique, où là, donc une autonomie culturelle, dans le sens où les cultures ont leur propre autonomie, parce que l'on retient de cette définition, c'est qu'il s'agit bien ici de considérer que les cultures ont leur propre autonomie sans qu'il soit nécessaire,
sans qu'il y ait besoin de les mettre en concurrence, de les classer. Cette définition alors, renvoie selon moi une approche microculturelle qui peut être liée à un groupe, à une classe d'âge par exemple. On pourrait s'arrêter sur certaines périodes, et notamment actuelles, les pratiquants de sport urbain, fun, alternatifs, qui peuvent revendiquer leur autonomie culturelle et un mode de vie spécifique qui va avec un langage et des codes que les néophytes ne peuvent pas comprendre, sauf à s'acculturer. Et un troisième sens que l'on a retenu des travaux de Christian Pozzello, c'est le sens anthropologique large, où là on se situe véritablement dans une culture système, une forme de macroculture, c'est-à-dire un ensemble de règles communes à un groupe de sociétés. Et de ce point de vue, si on transfère sur le sport fédéral, qui contribue à cultiver, en tout cas internationalement, l'humanité à travers, en l'occurrence, l'unification de ces règles. Alors on est parti de ce cadre théorique, sens sociologique restrictif, un sens ethnologique, une autonomie culturelle, un sens anthropologique avec une culture système, et on a essayé de l'appliquer aux épreuves de l'agrégation de PS. Donc en nous appuyant sur ce cadre théorique, on va s'arrêter sur les différentes épreuves. Alors tout d'abord, pour parler de la structure, structurellement, le premier concours de l'agrégation de PS ne se distingue pas des autres agrégations scolaires. Il y a 6 épreuves qui sont programmées, qui sont surtout divisées en 2 phases, admissibilité et admission, 3 épreuves à l'admissibilité, 3 épreuves à l'admission, et divisées en 2 phases comme dans toutes les disciplines scolaires. Donc la culture, en tout cas attendue en EPS, est avant tout agrégative, au sens anthropologique, dans un souci d'orthodoxie scolaire qui finalement transcende les savoirs du corps, pour reprendre une terminologie de Pierre Arnaud. Une culture agrégative, mais le projet est tout autant politique qu'on disait en introduction, puisque l'agrégation offre aux professeurs de PS une place et un statut qui sont identiques au personnel enseignant du second degré. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les... lorsque est annoncée cette première agrégation de PS, il y a un dossier dans la revue EPS où le ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, prend la plume, et il vante en tout cas une agrégation qui a pour base les textes généraux des autres agrégations. Donc voilà, cet alignement qui revient fortement dans les discours. Mais, pourtant, l'agrégation ne consacre pas uniquement, alors tant symboliquement que fonctionnellement, cet homomorphisme scolaire, cette coniomorphose scolaire, pour prendre une terminologie chère à Jacques Glaise. Et pourquoi cela? Parce qu'elle permet également à l'EPS, qui, rappelons-le, a officialisé le sport comme objet d'enseignement depuis les années 1960, d'épouser les contours de la culture cultivée, donc au sens sociologique distinctif, et ce qui revient dans cette citation de Gilles Ferry, qui lui s'arrête sur l'universitarisation des savoirs que porte également cette agrégation. Et la nature des épreuves d'admissibilité, alors vous avez un exemple de copine, donc bon, je vous rassure, elles sont pas toutes comme ça, voilà. Mais c'est celle que l'on a retenue, voilà, c'est analysé assez rapidement, celle-ci. En tout cas, la nature des épreuves écrites d'admissibilité témoigne de ces exigences sélectives que porte l'agrégation de PS sur le modèle des autres agrégations. Alors pour s'arrêter peut-être rapidement, non je ne vais pas avoir le temps de m'arrêter sur l'écrivain, mais on pourrait revenir sur le sujet de l'écrivain et ce qui était porté. Voilà, vous avez un exemple du rapport jury de ce que dit, en tout cas, le rapport jury des attentes, au-delà du contenu et du sujet, qui portait cette année-là sur l'exercice physique et l'expression des consciences nationales au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Peut-être la diapo suivante, avant de passer la main, sur le fait que cette culture savante, cultivée et classante, qui parcourt l'ensemble des épreuves et des attentes du jury, ça c'est un fait, mais il y a quand même une bascule qui s'observe spécifiquement dans l'agrégation de PS, c'est une bascule théorie-pratique qui intègre, là aussi je reprends les mots du ministre Savary, les particularités de la discipline. Cette bascule, elle s'opère en particulier dans le 3e écrit d'admissibilité et elle se confirme dans l'ensemble des épreuves orales d'admission. Donc là aussi on pourra revenir sur ce 3e écrit qui nous semble révélateur d'une forme de spécificité de l'agrégation. Mais à l'admission, il y a donc 3 épreuves orales. Une première épreuve orale qui porte sur une maîtrise opérationnelle, en tout cas d'un certain nombre de connaissances administratives utiles pour les enseignants d'EPS. Un second oral qui aborde la leçon, alors la leçon comme épreuve phare de l'épreuve d'agrégation. Et on retrouve dans les autres rapports jury un certain nombre d'éléments importants. La leçon de cette épreuve importante, souvent décisive, dans le rapport jury de lettres classiques.
Dans le rapport de l'agrégation d'anglais, un exercice de rhétorique qui est destiné à mettre en évidence, tout autant que la valeur de son anglais, les qualités persuasives du candidat. Donc il y a vraiment la leçon, faire la leçon, convaincre, apprendre à apprendre dans un style rhétorique et persuasif qui parle pour l'ensemble des agrégations. Mais en EPS, il y a un élément qui revient, dans les autres rapports jury. Des fois il est dit comme un professionnel, il faut faire sans élève, mais il faut faire comme un professionnel. Et comme un professionnel, c'est peut-être là qui distingue l'agrégation de PS des autres agrégations, et qui marque l'autonomie en tout cas du groupe des agrégés vis-à-vis des autres cultures, des autres disciplines scolaires, conformément à une approche ethnologique de la culture. Je passe tout de suite le relais pour pas poser mon temps. T'inquiète pas. Et donc, on a choisi de s'arrêter particulièrement sur une épreuve qui nous semble un petit peu être celle qui est la plus à même de nous renseigner sur le type de culture sportive qui est attendue des futurs agrégés, puisque c'est l'oral 3, donc. L'oral 3, je rappelle juste, c'est une réalisation physique par les candidats, qui est filmée dans une discipline qui est de leur choix parmi une liste qui était de 5 à ce moment-là, une liste qui change à chaque session. Et cette démonstration physique, elle constitue quand même la moitié des points, et elle est ensuite commentée, donc elle est notée sur 10 par rapport à la note sur 20, et elle est commentée ensuite lors d'un entretien avec le jury, où on attend des candidats qu'avec les outils vidéo, ils analysent leur pratique et ils décortiquent un peu leur pratique. Donc évidemment, c'est forcément cette épreuve-là qui constitue la plus grande originalité vis-à-vis des autres agrégations, puisque c'est une pratique physique qui n'existe pas dans les autres disciplines. Et on n'a pas mis la citation de Graillot, mais Graillot nous dit bien que, de par la nature même de la discipline, on ne pouvait concevoir un concours de recrutement des professeurs agrégés d'éducation physique sans une épreuve physique, évidemment. Ça semble pour nous naturel, mais au regard des autres épreuves, des autres agrégations, c'est largement spécifique. Alors que nous dit cet oral 3 ? Il nous semble qu'on peut montrer que c'est au carrefour de plusieurs types de cultures. Ça révèle qu'il y a plusieurs cultures qu'on attend de la part des candidats. D'abord, une culture sportive qui est globalement, on a mis traditionnelle entre guillemets, puisque la liste des activités qui sont proposées aux candidats, ce sont le saut en hauteur, le 50 mètres crawl, la danse, la gymnastique au sol, le volleyball et le tennis, qui sont qui se font sur des épreuves qui sont le reflet des pratiques sociales, sauf au volleyball où on a un 3 contre 3 qui est un petit peu adapté. Il me semble que cette liste, elle renvoie finalement à la liste des IO de 67, globalement, et à la programmation des IO de 67. Il est intéressant de noter que parmi les admissibles, on a 75% des choix quand même qui se portent sur 3 activités, natation, volley, saut en hauteur, ce qui révèle quand même un type de culture qui reste ancré sur les sports de base. Bon, je ne vais pas détailler ça, mais il serait intéressant aussi de le mettre en relation avec la programmation en EPS au même moment. Le deuxième type de culture, c'est la culture technique qui est au cœur de l'épreuve, ça nous renseigne un petit peu sur la conception de cette culture technique à ce moment-là, puisque dans les rapports de jury, on souligne que les candidats doivent maîtriser la technique de saut pour le saut en hauteur. On parle de justesse technique du geste en natation. On parle de défaut technique en référence à une technique idéale. Donc en fait, on se situe de notre point de vue très clairement du côté d'une approche qui est assez formelle de la notion technique. On est sur le mythe de la forme idéale, ou cette conception fixiste de la technique qui est évoquée par Guaran par exemple. Et donc il nous semble ici que le type de culture technique que l'on recherche un petit peu chez les candidats est plutôt ancré sur une conception des années 60-70 qu'une culture qui est en train d'évoluer au niveau scolaire, puisqu'on est en 83. En 83, globalement, on va basculer sur un nouveau type d'évaluation, on va basculer sur... Il y a le groupe, il y a la commission verticale qui se met en place, il y a tout un tas de réflexions qui se mettent en place sur des connaissances, des savoirs que l'on questionne. Il nous semble qu'ici, la culture technique évoquée n'est pas du tout cette culture-là qui semble commencer à émerger dans le milieu scolaire.
On peut rappeler quand même que ce que disent les IO de 67, parce qu'il me semble que justement cette agrégation elle reprend ce vocabulaire-là, hein, globalement. On nous dit dans les IO de 67, au cours de sa leçon, le professeur d'éducation physique se doit de moduler de façon précise les effets à attendre des différents types d'activités mentionnés ci-dessus, etc., etc. Il mettra par exemple l'accent sur un aspect du geste ou de la technique sportive dans le but de combler une lacune ou de faire disparaître un facteur limitant de la réussite. Donc on est bien sur la technique comme un modèle, comme un geste qui est extérieur à reproduire, et non pas sur l'activité technique des candidats. On parle aussi de prestations techniques ou de qualité technique des candidats. Donc on sent qu'on oscille entre l'activité technique des candidats ou leur capacité à reproduire un geste qui leur est extérieur. Donc cette culture technique, elle est vraiment voilà, questionnée, mais elle bascule quand même plutôt du côté d'une culture technique techniciste, comme on pourrait éventuellement le dire. Bon, j'ai tout pris dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc je vais partir maintenant sur le troisième type de technique qui nous semble être vraiment, enfin, de culture qui nous semble être vraiment ce qui est révélateur de la culture professionnelle des enseignants d'éducation physique. Il nous semble que c'est justement une culture qui est incorporée, vécue, et pas seulement savante, justement, par rapport aux autres agrégations, puisque la liaison théorie-pratique est sans arrêt appelée à la rescousse. Enfin, en gros, on recherche cette liaison théorie-pratique. Il faut dépasser la culture livresque pour la mettre à l'épreuve de la pratique. Et l'idée sous-jacente à l'évaluation, c'est qu'un enseignant expert, tel qu'il est considéré finalement le futur agrégé, se doit de maîtriser l'activité sportive, à la fois pratiquement et théoriquement, et qu'il faut absolument que ce candidat ait un vécu personnel suffisant pour pouvoir devenir un bon enseignant. On a, dans le rapport de jury, on a pris cette citation pour la natation, mais on retrouve ce même genre d'idée dans toutes les épreuves. Toute connaissance en matière d'éducation physique et de sport ne s'exprime bien qu'à partir d'un vécu personnel. Ça rejoint, nous semble-t-il, un petit peu les réflexions. Alors bon, on s'est appuyé sur De Linière, mais on aurait pu s'appuyer sur pas mal de collègues qui ont travaillé sur cette question, hein, qui travaillent sur cette idée que sans une connaissance technique approfondie de l'activité, un enseignant peut difficilement lire le comportement de ses élèves, et que donc il faut absolument qu'on se soit approprié cette technique au point de vue qu'on l'ait vraiment incorporée pour pouvoir être un bon enseignant. Et il nous semble que dans toutes les épreuves, c'est globalement la même chose, sauf en volet, où on nous dit que peut-être un candidat qui a été mauvais, enfin bon, il est clair qu'un candidat bon, majoritairement ils ont retrouvé des candidats qui étaient plutôt bons aussi à l'entretien, mais on nous dit qu'il pourrait quand même y avoir, et il y a quand même des candidats qui sont mauvais physiquement, enfin mauvais en tout cas qui ne répondent pas aux critères d'évaluation d'excellence pour l'agrégation, mais qui s'en sont sortis quand même en faisant un entretien qui était intéressant. Et donc il n'y a qu'en volet que cette question de la relation entre le vécu et l'expertise du candidat, du futur agrégé, est mise en question. Donc c'est une idée intéressante. Et je m'arrêterai juste sur la dernière, parce qu'on ne l'a pas dit là, mais il y a aussi quand même dans cet oral 3 une culture scientifique savante, une culture cultivée qui est attendue, puisqu'on demande quand même dans toutes les épreuves aux candidats d'avoir une culture beaucoup plus large que l'épreuve. On parle de l'histoire de la discipline, on parle de la connaissance des chorégraphes en danse, etc., etc. Il y a des connaissances scientifiques qui doivent venir aider à argumenter sur les propos tenus en termes d'analyse. Donc on est aussi sur une culture, de notre point de vue, savante qu'il faut aussi maîtriser. Donc en fait, cette épreuve d'oral 3, elle est au carrefour de toutes les cultures qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Une culture savante, une culture incorporelle, une culture technique et une culture plutôt traditionnelle, sportive. Voilà. Et donc on s'en est arrêté là. Reste à voir quelles conclusions on peut avoir. Peut-être qu'on conclura avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir
respecté les délais également à la seconde près. Et donc oui, on aura l'occasion d'en discuter dans quelques instants. La dernière présentation de la session. Nous accueillons maintenant Mathis Biersac, qui est doctorant à l'Université de Rennes, au laboratoire VIVE, c'est ça que vous ne pouvez pas me tromper. Et donc il va faire une présentation sur les grandes leçons des Jeux Olympiques Helsinki 1952 et le renouvellement du sport français, pour l'interrogation. Merci pour cette petite introduction. C'est moi qui ai la lourde charge de clôturer cette session et de vous faire patienter jusqu'à la prochaine pause café. Je suis en 4e année de thèse actuellement et cette présentation rentre justement, en tout cas s'inscrit dans le cadre d'une des études de cas que je mène dans le cadre de ma thèse. Alors, peut-être que de prime abord, les grandes leçons des Jeux Olympiques est un titre un petit peu curieux. L'idée selon laquelle un événement, à l'occasion des Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952, pourrait avoir des conséquences plus ou moins importantes sur un territoire, et qui plus est parfois, pas sur le territoire organisateur, mais sur un territoire, un pays en tout cas, participant, le cas de la France aujourd'hui. Alors, un titre qui paraît aussi peut-être d'autant plus curieux qu'il semble en apparence prendre un petit peu le contre-pied de réflexions qui ont pendant longtemps structuré la notion de l'événement dans le champ de l'histoire, l'événement souvent confiné dans le court terme, conçu comme un objet brûlant, passionnant, qui serait finalement étranger à une démarche scientifique, méthodique, et ce jusqu'à avoir parfois un usage, on va dire, dépréciatif lorsqu'il est invoqué. Mais à partir des années 70, sous l'impulsion de différents travaux, notamment ceux de Georges Duby ou encore de Pierre Nora, la lecture de l'événement se renouvelle, notamment dans le champ de l'histoire, et ces travaux vont non plus uniquement s'intéresser au déroulement, à l'organisation du fait de l'événement, mais aux traces qu'il est susceptible de laisser, à ses conséquences, et c'est justement l'approche que ma thèse essaye d'embrasser, entre guillemets, c'est-à-dire non pas m'intéresser à l'organisation et au déroulement de certains Jeux Olympiques, qui sont d'ailleurs, pour la plupart, en tout cas le cas d'Helsinki, donc particulièrement bien balisés dans la littérature, mais plutôt d'essayer de comprendre s'ils peuvent constituer ou non des portes d'entrée vers d'autres compréhensions de l'histoire. Alors, mon plan sera le suivant. Après vous avoir présenté globalement les enjeux d'analyse, je reviendrai globalement sur deux types de résultats. D'abord, on va dire les interactions qui vont structurer la phase de préparation olympique et aussi la réception du bilan français après les Jeux d'Helsinki, et plus particulièrement les interactions entre deux acteurs, les pouvoirs publics, en tout cas les responsables de la jeunesse et des sports, donc Gaston Roux en particulier, donc le directeur général de la jeunesse et des sports, et de l'autre côté le comité olympique français, des interactions qui seront assez conséquentes et déterminantes pour la suite. Et je reviendrai dans un troisième temps sur la déclinaison, le déploiement de ces conséquences une fois les Jeux terminés, en essayant de comparer la situation de deux fédérations et d'essayer de comprendre finalement s'il y a réellement quelque chose qui change. Et puis, ce qu'il faut conclure, je serai amené à conclure, bien évidemment, si le temps me le permet. Alors, comme je disais, les Jeux d'Helsinki sont particulièrement bien renseignés dans la littérature, souvent décrits comme les Jeux de la guerre froide. Ils ont plutôt une portée assez symbolique, et on renseigne sous différents aspects de l'organisation, que ce soit en Finlande, donc un pays d'apparence neutre, mais qui subit quand même progressivement l'influence soviétique. Le retour assez symbolique également des délégations japonaises et ouest-allemandes, et l'arrivée de la délégation soviétique, bien évidemment, ou encore différentes figures sportives telles que, on pourrait citer Jean Boiteux, Alain Mimoun ou encore Émile Satopek. Donc des jeux qui ont une portée symbolique assez forte, mais au-delà de ces symboles,
la question de la participation des différents pays à ces Jeux permet aussi de questionner l'appropriation, dans d'autres contextes, de l'enjeu olympique et finalement la réalité qui gravite autour de cette question de la participation, notamment dans le cas de la France, dans un contexte qui est en réalité peu propice à on va dire, l'érection de la participation française comme une thématique révolutionnaire ou de premier rang. Il faut noter entre la transition entre les années de libération et le tournant des années 1950 sont marqués d'épisodes de pénurie, mais aussi d'une inflation qui se calmera progressivement à partir de 1953 pour permettre un petit peu aux Français et Françaises de souffler un petit peu, mais en tout cas un contexte qui a des particularités, qui fait que la question de la participation et de la préparation olympique n'est pas une priorité. Néanmoins, même si elle ne figure pas au rang des priorités nationales et politiques, elle génère tout de même des débats et également des dynamiques, des initiatives. Il faut savoir que depuis 1920, régulièrement, les responsables de la jeunesse et des sports soumettent à l'Assemblée nationale un projet de loi de subvention olympique qui doit donc déployer un certain nombre de dispositions, à la fois budgétaires, matérielles, humaines, spécifiquement dans le cadre de la participation olympique, c'est-à-dire l'organisation du séjour, du déplacement sur le lieu de compétition, mais également de la préparation olympique, c'est-à-dire particulièrement les dispositions d'entraînement en amont de ces Jeux. Donc une thématique qui génère des initiatives, Helsinki forcément n'y échappe pas, mais qui génère également des débats, je reviendrai un petit peu là-dessus, puisque Gaston Roux, le directeur général de la jeunesse et des sports, décide à cette période-là de faire de la question de la participation française et de la préparation olympique un axe particulier de sa politique. Et donc finalement, l'enjeu de cette présentation, c'est de savoir si Helsinki, de manière un petit peu naïve, pourrait être conçu comme un turning point, c'est-à-dire un moment où, à l'heure du bilan et au regard de toutes ces dynamiques qui ont été générées, se dessinent, se reconfigurent des bifurcations, des nouveaux possibles au regard de ce qui avait été connu auparavant. Et pour mener cette recherche, je me base sur un corpus de différentes archives, que ce soit des archives, des documents issus des archives nationales, du site de Pierre Fitt, des débats parlementaires particulièrement, le tout croisé avec des documents issus du mouvement sportif, donc des archives du comité olympique français à cette époque-là, du CIO également, et des revues de deux fédérations, la natation et l'athlétisme, le tout croisé assez modestement avec des articles issus du journal L'équipe. Alors, spoiler alerte, Helsinki n'est pas un turning point, en tout cas en apparence. C'est-à-dire que Helsinki ne semble pas révéler la nécessité d'une révolution sportive, ou en tout cas révéler une crise du sport français, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise ou de besoin à ce moment-là. Mais quand on regarde les différentes réactions des différents acteurs, en tout cas on témoigne, il n'y a pas de sursaut. Si bien que les rapports de la DGJS, la Direction Générale, qui sont normalement, en tout cas habituellement produits, reviennent souvent sur les causes qui expliqueraient les résultats français, qui sont à l'heure d'Helsinki un petit peu décevants. On obtient, en tout cas la France obtient 18 médailles, soit 15 de moins que 4 ans auparavant. Mais le rapport, en tout cas produit par Gaston Roux et son équipe, est un rapport assez plat, assez logistique et financier, et qui ne revient pas finalement sur quelconque réforme à employer, à développer. Alors que pourtant Jean Masson, qui donc se situe, en tout cas est le secrétaire d'État à l'enseignement technique et à la jeunesse et les sports, donc qui est techniquement au-dessus, entre guillemets, un petit peu le N+1 de Gaston Roux, lui annonce dans la presse, dans l'équipe, vouloir en tout cas réformer le sport, la préparation olympique et déployer un nouveau projet de loi qui permettrait aux fédérations de prospecter en masse, en tout cas une grande ambition qui, pourtant, lorsque l'on regarde les registres parlementaires, ne se concrétise pas par le dépôt d'un réel projet de loi. Au regard de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, la thématique Helsinki n'apparaît que brièvement, on ne revient pas non plus sur l'analyse des différents résultats, et il faut attendre 1954, c'est-à-dire le moment où s'intensifie aussi la préparation des autres Jeux Olympiques,
pour que des références à Helsinki soient en réalité faites. Et lorsque l'on regarde les réactions du comité olympique français, Armand Massart, le président, revient assez brièvement, fait un rapport assez succinct sur certes le niveau élevé des compétitions, mais aussi la place honorable qui aurait remporté la France. Donc on voit que globalement, il n'y a pas de sursaut dans les différentes réactions. Un autre indicateur aussi symptomatique de cela, c'est qu'il faut attendre 1955, c'est-à-dire l'année précédente les Jeux de Melbourne, pour que le dialogue et les interactions véritables entre la direction générale et le comité olympique français reprennent et s'organisent autour de la participation française. Donc à premier abord, il n'y a pas de crise générale perçue à travers Helsinki, mais finalement ce constat rentre dans le prolongement, en tout cas n'est pas surprenant lorsque l'on interroge les 4 années de préparation des Jeux. Puisque finalement la préparation d'Helsinki ne se fait pas dans un vide historique, mais plutôt en conséquence, dans le sillon de l'expérience de Londres en 1948, qui avait notamment révélé certaines incohérences, certaines critiques assez vivaces d'ailleurs, de la présence de certains représentants français, qui sont à l'époque frappés d'indignité nationale. On pourrait citer Melchior de Polignac, qui est bien connu puisqu'il est membre du comité d'honneur collaboration durant les années d'occupation. François Pietri, j'ai oublié, j'ai un petit doute sur le prénom. En tout cas, Pietri, qui est un député corse, ministre des Communications dans le premier gouvernement de Vichy, ou encore Armand Massart, qui est encore en exercice à la Libération, mais qui est bien connu des réseaux de collaboration parisiens. Donc de fortes critiques vis-à-vis de ça, qui sont couplées finalement à la mise en lumière de certaines incompétences, en tout cas de défauts dans la compétence du comité olympique français, d'assurer une de ses seules missions, qui est donc d'organiser la préparation et la participation olympique française. C'est des éléments qui sont retracés notamment dans un rapport de Jacques Desrois-Durour, qui du coup appelle à une intervention de l'État dans le cadre de la préparation olympique. Alors Jacques Desrois-Durour, c'est un personnage en réalité assez peu connu d'historiographie, qui rapidement est un ancien militaire, un Joinvillais, c'est notamment à l'école de Joinville, je pense, qui rencontre Gaston Roux, qui sera directeur du Collège national des moniteurs et d'athlètes sous Pasco entre 1942 et 1944, avant, à la Libération, d'être inspecteur principal puis général de la jeunesse et des sports, et qui sera en fait chargé de la préparation olympique jusqu'à l'arrivée d'Herzog au début des années notamment 60. Mais en tout cas, c'est à l'aune de cette expérience et du bilan que l'on en tire que vont s'organiser les 4 années de préparation olympique, qui seront marquées par de réelles tensions, d'ailleurs assez agressives, puisque d'un côté, Gaston Roux va mener une série d'initiatives que contestera fortement Armand Massart, puisque Gaston Roux globalement va déployer 3 types d'actions à l'encontre entre guillemets du COF, dans la mesure où il mettra, avec le soutien de Jean Masson, en place une délégation, donc la présence de 2 délégués au sein du COF, notamment Jacques Desrois-Durour et une autre personnalité, Jean Beffara, à cette époque-là, afin certes d'avoir connaissance de ce qui s'y passe, mais aussi d'avoir un droit de veto, en tout cas un droit de parole dans les débats qui peuvent le concerner de près ou de loin. Ensuite, il va créer, à partir de 1951, une commission de préparation olympique, alors qui portera différents noms, mais qui officiellement ne doit uniquement s'intéresser qu'à la gestion des fonds publics qui sont déployés pour la préparation des Helsinki, mais qui en réalité, lorsque l'on regarde un petit peu ce qui s'y passe, sert aussi justement à empiéter sur la compétence du COF dans la sélection, dans la présence de tel ou tel athlète ou telle ou telle équipe aux Jeux Olympiques d'Helsinki. Et puis aussi, il va déployer, au regard de, en tout cas pour circuiter peut-être un petit peu le COF et tous les freins qui lui sont posés, subventionner directement, non pas le COF, non pas les fédérations olympiques, mais aussi les clubs qui sont susceptibles d'avoir des espoirs olympiques, en tout cas des chances de médaille, pour être sûr que les subventions seront bien employées. De l'autre côté, Armand Massart voit ces initiatives varier d'un très mauvais œil et va en général peu collaborer, en tout cas peu
peu enclin à collaborer avec Gaston Roux, et va même le pousser un petit peu à la démission. Ce qui est intéressant, c'est que dans les archives, on a 2 documents qui témoignent de la volonté de Gaston Roux de démissionner à un moment donné de la charge, en tout cas de la responsabilité de la préparation olympique. Une première lettre qui finalement n'enverra pas au Premier ministre, dans laquelle il témoigne que la composition du comité olympique français à cette époque-là ne lui permet pas d'assurer sa mission. Et une deuxième, qui est en fait un échange direct avec Armand Massard, dans laquelle il dit clairement qu'il est prêt à arrêter ses initiatives et son action, mais dans ce cas-là, qu'il faut une collaboration étroite et riche. Mais au-delà de ça, il va aussi invoquer le CIO, notamment le chancelier Otto Mayer à l'époque, en soutien par article de presse interposé, et aussi enclencher en 1952 l'autonomie du comité olympique français face à ce qu'il considère comme une ingérence du politique dans le sport ou dans l'olympisme. Donc finalement, au regard de ces 4 années qui sont particulièrement tendues, on comprend mieux le fait qu'à l'heure du bilan d'Helsinki, il n'y a pas de volonté de mettre en commun, puisqu'en fait les 4 années l'ont bien montré, c'est peu possible de mettre en commun entre ces différents acteurs, mais pourtant la presse, elle, ne se contente pas de ça, et on a probablement conscience aussi, puisqu'elle met en avant ces différentes discordes, mais elle cherche tout de même un fautif, en tout cas des responsables, à travers différents articles. Alors certes, on fait le deuil de la faiblesse des crédits alloués par les parlementaires, mais elle met en avant l'action de Gaston Roux dans le cadre de la préparation olympique, et va plutôt mener une campagne contre les dirigeants fédéraux, qui mènera d'ailleurs à la démission de certains l'année d'après. Finalement, cela ne sera pas sans conséquence, puisque ça permettra en tout cas ce sera le support d'une autre action de Gaston Roux à l'heure des Jeux Olympiques, qui sera beaucoup plus discrète, en tout cas précise, puisqu'il ne s'agira pas de révolutionner le système, le fonctionnement du sport en entier, mais plutôt d'intervenir directement auprès des fédérations qui sont jugées, en tout cas les plus en crise selon les responsables. Donc là, pour cette partie de résultats que je vais accélérer un petit peu, je vais comparer en fait finalement 2 trajectoires, 2 situations de 2 fédérations différentes, l'athlétisme puis la natation, afin de voir comment finalement Helsinki, en tout cas, amène à certaines bifurcations plus ou moins prononcées. Puisque à l'heure du bilan, en tout cas au regard de l'athlétisme, on se rend compte que Helsinki est révélateur d'une situation de crise, certes une crise de la pratique, puisqu'on a perdu près de 9000 licenciés, et ce en l'espace d'une Olympiade, de 4 ans, mais aussi une crise du sport de haut niveau, puisque le sport de haut niveau, en tout cas l'athlétisme de haut niveau, ne reposerait que sur certaines individualités, en l'occurrence Alain Mimoun, double médaillé, il me semble. Et donc, à l'aune de cela, Gaston Roux annonce, dès son retour des Jeux Olympiques, vouloir redresser l'athlétisme français, donc mener un plan national, un plan de redressement de l'athlétisme national. Alors il ne s'agit pas ici de revenir sur les détails de ce plan, qui sont d'ailleurs particulièrement bien précisés dans la littérature, notamment dans un article de Jean Saint-Martin et Fortune en partie, mais plutôt de se rendre compte que Helsinki va finalement légitimer, en tout cas mettre en place une fenêtre d'opportunité pour Gaston Roux, en tout cas pour une intervention de l'État plus directe dans les fédérations sportives, puisque donc, à travers ce plan de redressement notamment, la direction technique nationale, qui n'est pas celle qui sera institutionnalisée à la fin des années 50, mais qui existe en tout cas officiellement depuis 1939, sera réorganisée, et notamment à l'aide d'une commission consultative qui permettra en fait au pouvoir public d'avoir un droit de regard sur l'utilisation des fonds, qui seront certes augmentés, mais aussi sur leur utilisation, la gestion, et aussi éventuellement la mise en agenda de différentes problématiques. Et on voit que probablement, en tout cas Helsinki permet en tout cas le déploiement de différentes mesures de fonds, en tout cas d'un budget assez conséquent, qui probablement participent au redressement en tout cas de la pratique de masse, puisque en 1956 on parvient à retrouver la situation de 1947, qui était donc d'à peu près 40 000 licenciés, mais une situation qui pourtant est bien différente dans le cadre de la natation, qui
pourtant, en tout cas d'un premier regard, pourrait être décrite comme une situation plus marquante, situation de crise pardon, plus marquante que celle de l'athlétisme, hein, puisque en tout cas le nombre de licenciés est beaucoup plus atteint. On perd à peu près 12 000 licences, et ça en l'espace de 4 ans. Alors on accuse souvent des conditions météo ou le sous-équipement, mais en tout cas l'État, à l'aune d'Helsinki, n'évoque pas du tout de plan de redressement de la natation, mais pour cause. La natation à Helsinki apparaît être en succès. Hein. On pourrait citer les différentes médailles du 4x200 en nage libre, ou encore plus particulièrement le titre de Jean Boiteux, hein, qui amène à beaucoup d'articles, beaucoup d'éloges. Et au contraire, on voit dans les différentes correspondances, mais aussi les différents articles de la natation, que la DGJS va faire davantage confiance, en tout cas à la politique fédérale, une confiance qui est marquée notamment par la nomination officielle d'Alban Mainville en tant que moniteur national et qui drivera, en tout cas qui conduira la politique fédérale bien plus tard. Donc on voit que finalement Helsinki sert un petit peu de miroir pour révéler des aspects différents de la politique fédérale. Je conclurai là-dessus. Quelques mots. D'accord. En tout cas, cette communication avait pour but de peut-être d'une part dépasser entre guillemets les frontières de la notion d'héritage, qui s'intéresse en priorité en tout cas au territoire hôte, pour questionner voilà, la réalité que génère la question de la participation olympique, et finalement comprendre que la question de participer, c'est aussi peut-être le plus important lorsque l'on veut parler peut-être d'héritage. Donc finalement, néanmoins, il y a quand même des précautions à prendre en compte. C'est ce que j'essaie en tout cas de mener dans le cadre de ma thèse, c'est-à-dire dépasser le mythe de l'événement fondateur, c'est-à-dire d'attribuer un pouvoir un petit peu intrinsèque à l'événement qui permettrait, en tout cas qui générerait automatiquement, quasiment naturellement, différents effets pour essayer de construire, en tout cas d'appréhender l'événement plutôt comme une fenêtre d'opportunité politique qui permet plus ou moins à une mise en commun, à différentes initiatives, à différentes reconfigurations d'acteurs. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup Mathis pour cette présentation. Inviter les collègues à nous rejoindre. Alors, je vais laisser la place, comme il reste un petit moment, pour que vous puissiez les quatre répondre aux questions. On regarde, oh là là, je vais me déplacer. Bien, alors on a une bonne quinzaine de minutes pour des questions. Est-ce qu'il y aurait des qui souhaiteraient démarrer? Moi j'ai une question pour Mathis. Alors, ta présentation très bien ici en plus. Tu as bien montré les effets de contexte. Est-ce que tu as réfléchi en termes de génération aussi? Parce que Gaston Roux, c'est un vieux monsieur, je pense, dans les années 50. Un militaire de carrière, en plus, il traîne ses pieds dans les ministères depuis les années 20. Il y a toute une génération aussi qui s'est un peu grillée sous Vichy. Est-ce que ça. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Oui, pour l'aspect un petit peu génération, je me rends compte que les personnes qui sont en charge de la préparation olympique à la Libération, en fait, ils le sont quasiment depuis les années 1920. Et ce sera assez déterminant sur la politique qui sera menée. Hein. Jacques Desrois-Durour, Gaston Roux et même André Clayeux. Enfin, il y a plein de personnes qui ont participé aux prémices un petit peu d'une politique, en tout cas de préparation olympique, de prise en charge des athlètes. Par exemple, les personnes qui vont mettre en place le système de bataillon de Joinville à Anvers, pour la préparation des Jeux d'Anvers en 1920, seront les mêmes qui le redéploieront en fait dans les années 40 et les années 50. Donc, il y a sûrement des consistances, en tout cas des liens à faire avec ça. J'ai pas encore trop creusé cet aspect-là, mais je vais essayer de le faire davantage peut-être par approche biographique sur des acteurs sur lesquels il manque quelques éléments, notamment Jacques Desrois-Durour, peut-être André Clayeux ou d'autres personnages comme ça parce qu'il y a aussi une question de réseau. Hein, typiquement le réseau Joinvillais, il est assez structurant dans cette question-là. Et je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Ouais, je pensais plutôt à la période d'après où ça change. Est-ce qu'il y a un basculement de génération? Ah d'accord, ok. Plutôt ça au départ de Gaston Roux? Ouais, par exemple. Une génération plus jeune qui arrive à se structure différemment. J'ai l'impression que oui, totalement. Donc en 58, quand le cabinet d'Herzog se construit, il y a quand même, en fait, une des seules personnes qui reste, c'est Jacques Desrois-Durour,
qui en fait reste peut-être aussi, déjà il est en situation un peu complexe, c'est qu'il est officiellement en retraite militaire, sauf qu'il réclame quand même une dot, enfin une pension, et il est en situation financière assez précaire d'après ce que j'ai compris dans ses correspondances, parce qu'il va solliciter Jean Borotra pour des soutiens, ou s'adresser directement à Herzog. Et ce sera le seul qui, puisque la préparation, en tout cas 2 ans après 58, c'est le jeu de Rome, et il faut du coup poursuivre un petit peu ce qui a été déployé jusque-là. Lui, il va rester en poste auprès d'Herzog, mais je ne sais pas s'il aura une réelle influence. En tout cas, il va surtout servir de lien dans la passation. Mais oui, en fait, il y a un arrêt net en 58 entre Gaston Roux et ce qui relève presque de l'artisanal. En tout cas, il a été artisan de pas mal de choses. Et la structuration beaucoup plus administrative, beaucoup plus étoffée de ce qui va se mettre en place. Et ouais, je n'ai pas encore étudié, je suis en plein dedans là, je suis en plein dans Rome. J'ai pas encore étudié précisément le degré de passation, de continuité entre les deux, mais ce sera assez intéressant, je pense. Je te tiendrai au courant dans les locaux du lab. Laurent? Oui, merci. Merci à tous les 4. Une question chacun. Pour vous, qui est membre du jury? Qui rédige? Alors, on a sûrement dit, mais qui rédige ses attentes relatives aux différentes cultures dans les rapports du jury? Pour Natalia, est-ce qu'il y a un opportunisme à partir des années 64? Mais comment s'explique la baisse des licenciés dans les années 50, une baisse spectaculaire? Et puis pour Mathis, j'en étais resté moi à Marianne Amar en 87, c'est ma génération, je suis désolé, avec le manque de moyens financiers. Alors est-ce que, par exemple, les perspectives évoquées par Gaston Roux, est-ce que toi tu as des éléments nouveaux qui diraient que peut-être il y a eu plus d'éléments financiers, de moyens à accorder que ce que j'avais pu lire il y a longtemps chez Marianne Amar? Alors pour le rapport jury, donc, il est signé par Joyeux, c'est Joyeux qui signe le rapport du jury. Et pour ce qui est des membres des différents jurys dans le détail et qui proposent des écrits tels qu'on a pu les lire, alors ça c'est une piste qui est encore à affiner, mais d'après les premiers éléments que l'on a, au moins pour les clients, ce sont plutôt les universitaires, enfin des universitaires extérieurs au champ de l'EPS qui sont sur membres des correcteurs, plus que correctrices de l'écrivain, dans la continuité notamment de l'intervention de Sylvain. Oui, justement, je pensais à ça, parce qu'il n'y a pas d'universitaire vraiment stabilisé. Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui marque le rapport du jury tel qu'il est présenté, il était très... il n'est pas du tout sur la forme, il n'a pas du tout la même forme que les autres rapports jury, où effectivement tous les membres du jury sont présentés avec les statuts universitaires, les universités, et on voit d'ailleurs dans toutes les autres agrégations, pour toutes les autres disciplines, c'est une écrasante majorité d'universitaires. Alors là c'est le cas au moins pour les CRIAN, même si la section stats est en cours de structuration, et pour les autres, notamment pour les euros, Est-ce qu'ils ne sont pas précisés? Sur le volet, par exemple, ce serait intéressant de montrer qu'il y avait une petite particularité. Ce serait intéressant de savoir qui, parce que quand j'avais bossé sur le volet des années 60, il y avait cette particularité déjà de proposer des aménagements de la pratique qui n'étaient pas vraiment valables dans les autres sports co, qui n'étaient pas proposés forcément dans les autres sports co et qui a l'air de ressortir là dans ce que tu dis. Ouais, visiblement, l'épreuve de volley, c'est assez à questionner parce que tu as relevé la question de l'adaptation de la pratique sociale et puis cette question qu'on peut être un bon enseignant sans forcément. Et on a interviewé Jackie Marcenac qui a vécu l'oral et on a quelques petits éléments qu'on va sans doute pouvoir aussi ressortir. Donc je pense que cette épreuve du volley, elle est... Il y avait Ria Born qui travaillait là-dessus déjà dans les années 60 sur les rebonds, le blocage, tout ça. Une vraie singularité du volet. Il y avait 2 autres questions, je crois encore, que tu avais posées, Laurent. Oui, ils ont dû les retenir, je pense. Oui. Alors, moi, c'était sur la baisse des licenciés dans les années 50-60, puisque après, il y a un opportunisme et on fait rentrer plus de femmes, mais est-ce qu'il y a une raison qui explique cette baisse?
Mais il n'y a pas vraiment de baisse de licenciés. Ah bon, alors c'est moi qui ai mal compris. Ouais, non, il y a plutôt une augmentation hyper importante du nombre de licenciés, justement à partir du moment où Serein formule son projet de régime volontaire. À partir de là, le nombre de licenciés il fait qu'augmenter. Et effectivement, vraiment l'explosion, c'est pendant les années 60, mais dans les années 50, il y a déjà une augmentation régulière pour moi, j'ai mal lu de licenciés. Et pour la question de Marianne Amar, ces constats sont toujours de vigueur. Hein. D'ailleurs, je dois les connaître par cœur tellement je les ai lus. Mais oui, en fait, finalement, ça montre que les fonds qui sont mis à disposition, ils sont toujours insuffisants. D'ailleurs, la commission Le Gorgeux en 51 montre bien la situation alarmante du sous-équipement. C'est plus que les subventions olympiques, certes, sont déployées, mais sont jugées aussi tout à fait faibles en montant et insuffisantes. Mais il y a quand même un peu de débrouillardise, en fait, du bricolage dans la mise en place de dispositions. Donc en fait, l'argent, finalement, j'ai l'impression de peu de place, en tout cas, dans le thème de la préparation olympique. D'abord, il y a des enjeux d'amateurisme aussi, hein, mais on va plutôt essayer de se tourner vers d'autres arrangements. Et déjà, dès les années 1950, essayer de contacter les employeurs pour permettre aux athlètes d'avoir des congés supplémentaires. Alors des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ou encore, justement, faire coïncider, voire anticiper la période de service militaire avec l'affectation dans un bataillon qui se trouve comme par hasard à l'Institut national des sports, qui permettra pendant quasiment un an aux athlètes de se préparer dûment. Donc en fait j'ai l'impression que la situation financière est toujours, en tout cas, au bord de la catastrophe quasiment, mais il y a des arrangements un petit peu plus fins ici qui vont se jouer. Oui, je suis l'exemple de Laurent, je vais avoir une question pour chacun. Pour Loïc et Anne, je me posais la question dans l'espace des disciplines, parce que dans vos sources, ils comparent beaucoup, ils comparent dans un extrait aux mathématiques, mais il y a aussi d'autres agrégations, il y a des épreuves pratiques comme l'art plastique, et je voulais savoir si finalement, est-ce qu'elle a été pionnière par rapport aux autres agrégations sur aussi ces épreuves pratiques, ou est-ce qu'elle a pu servir de modèle aussi pour des agrégations plus récentes comme celle de SMS? Pour Natalia, c'est toujours des questions de modèle. En fait, je voulais savoir s'il y avait eu, la Fédération de gymnastique volontaire, au moment où se pose la question de la féminisation des instances dirigeantes, est-ce qu'elle sert de modèle, est-ce qu'elle sert de ressource aussi comme exemple en fait, pour d'autres fédérations? Et puis pour Mathis, c'est plus une petite remarque et sur la manière dont peut-être les pistes ouvertes par Pascal Goetschel sur les usages politiques des termes de crise, en fait, quand elle parle de la crise du théâtre, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, c'est la crise de la préparation qui revient continuellement, et en fait à chaque fois ça sert des usages politiques en fait. Donc voilà, c'est plus peut-être une piste à poursuivre de recherche. Je peux rebondir directement si... oui, totalement. Alors il y a peut-être un petit effet influence, parce que Pascal Goetschel est dans mon CSI. Mais oui, la notion de crise, j'ai l'impression qu'elle va être assez structurante. Mais j'ai l'impression, alors j'ai pas encore lu ses travaux, mais donc je vais m'y atteler dès mon retour. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément... en tout cas, les jeux ne créent pas de crise, mais qui sont en tout cas plus ou moins révélateurs d'une crise qui est plus ou moins présente. Donc j'ai l'impression que ce sera peut-être, j'apprendrai peut-être la notion via une notion de crise perçue à travers les jeux plutôt que de crise réellement créée au moment des jeux, mais oui, je pense que ce sera structurant dans la thèse. Non, je passe. Merci pour cette question. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée, notamment c'est à l'initiative de Pascal. On discutait des autres agrégations. Alors certes, on prend appui, nous, comme point de comparaison, les agrégations traditionnelles, lettres et sciences, puis on est un peu allé sur les langues. On s'est plutôt appuyé sur les rapports jury et les programmes des agrégations qui sont historiquement les plus ancrées, ça part des lettres aux sciences, et puis après on a un troisième temps sur la création des agrégations dans les langues. Et alors pour les autres agrégations, un peu plus, qui pourraient ouvrir d'autres points de comparaison, alors à cet instant on n'a pas les éléments de réponse parce qu'on n'a pas retrouvé les rapports au jury notamment de l'agrégation d'art plastique et de chant choral. De mémoire, voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher, mais elles sont créées à la même époque. Je sais que
sur l'histoire des agrégés, le collègue de Lyon qui a écrit sur l'histoire des agrégés, parle des agrégations de second rang. Il regroupe notamment, qui sont de second rang mais très sélectives. L'agrégation de PS est l'une des plus sélectives sur cette période des années 80. Alors, il y a plusieurs éléments d'explication. Il y a aussi un embouteillage à l'entrée, il y a aussi un souhait d'alignement et donc d'exigence scolaire. Mais dans ces agrégations de second rang, il y a donc 82 et première mise en œuvre 83 l'EPS, et art plastique chant choral, c'est au milieu des années 70. Donc je vais chercher la date exacte, 75, 76, 77. Donc c'est un moment où elles sont créées à la même période. Ça c'est le premier point. Mais à part ces deux-là, nous on a poussé la réflexion sur les autres agrégations les plus récentes qui pourraient, notamment dans les lycées professionnels, les agrégations plus techniques. Et à cet instant, ça veut pas dire que je n'ai pas de réponse, mais c'était long là. Mais malgré tout, c'est vraiment, par rapport aux agrégations traditionnelles, il y a une rupture, très marquée. Tu citais l'association professionnelle des enseignants de mathématiques qui disait remplacer le mot EPS par mathématiques et on verra le gouffre qui sépare nos agrégations, quoi. Et c'est ce lien théorie-pratique. Voilà. Respect. Et oui, sur la dimension modèle pour les autres fédérations, alors j'ai pas non plus beaucoup de réponses parce qu'on n'a pas fait de comparaison avec d'autres fédérations à la même période, donc j'ai que les archives de la FFAPGB et pas celles des autres fédés. Mais en tout cas, il n'y a pas cette volonté d'être un modèle de ce point de vue-là. Et l'investissement des femmes dans la GB, il n'est jamais revendiqué au sein de la fédération comme quelque chose d'exceptionnel ou d'original qu'il faut soutenir. Ou ça, c'est pas du tout le discours de la fédération en tant que telle. Après, est-ce que ça a pu être un modèle pour d'autres? Peut-être. En tout cas, plus tard, oui. Parce que y a certaines, notamment Nicole de Chavannes a aussi été active au CNESF, ou Françoise Sauvageau aussi derrière, et donc par l'intermédiaire d'autres institutions, elles ont pu peut-être être elles des modèles en tant que personnes pour d'autres femmes qui souhaitaient s'investir au niveau national. Mais il n'y a pas en tout cas cette volonté de la fédération de constituer un modèle. Question. Oui, Natalia, sur ta période 64-72, avec les pratiquantes là, qui investissent, sans faire de mai 68. Voilà, est-ce que c'est, tu penses qu'il y a un lien avec, on va dire, cette période-là qui est quand même singulière dans les émissions principales? Pour Anne Moïse, alors je ne sais plus si vous l'avez dit, est-ce que vous avez, on avait parlé à l'instant sur les jurés, il me semble, je passe tout en contrôle, parce que je pense qu'on a entendu la même chose à un moment, peut-être il y a 10 ans ou 15 ans, qu'en discutant avec Michel Fradet et Bertrand Dury, ils nous avaient raconté un petit peu, parce qu'ils étaient tous les deux à cette période-là, un peu comment ça s'était passé, et puis qu'il y avait des collègues à qui on avait dit, non, il ne faut pas passer, il ne faut pas vous inscrire parce que vous allez être juré, parce qu'il y a une vraie problématique de constitution des jurés. Je ne sais pas si tu as ce souvenir-là. Je pense que c'est des pistes. Voilà. Je pense aussi que j'ai en tête un texte quelque part de Placenta, de apprendre à observer, où il parle de ça. Il fait le parallèle entre l'épreuve du professorat de sport et l'agrégation et les joyeux, etc. Après, en fait, j'avais discuté avec Placenta, mais bon, travailler avec quelqu'un qui a plutôt tendance à demander. Mais voilà. Certains voient de quoi je parle. Et pour Mathilde, juste, est-ce que, tu parlais du réseau des joints Villets, tout ça, sur la préparation concrète des athlètes en athlétisme, en natation, ça se passe, ils sont essentiellement à Liennes, ils sont dans les clubs parce qu'on voit qu'il y a toute une activité de subvention au club. Voilà. Sur la GB des années 60-70, certes, il y a effectivement ce contexte d'émancipation des femmes qui commence à s'organiser, mais les femmes GB, socialement, à cette période, c'est plutôt des femmes
de classes assez favorisées et qui sont des femmes au foyer pour la plupart d'entre elles. Et donc très peu concernées par exemple en tout cas par les événements de mai 68 directement et même dans leurs répercussions. Alors pour un autre travail qui date un peu, j'en avais interrogé sur le comité du Rhône de GB et c'était pas du tout pour elles un élément marquant de leur engagement. Elles avaient cherché plutôt, le profil c'était à travers la dizaine de parcours que j'avais pu retracer, le profil c'était vraiment sortir de chez elle, un mari qui a eu une mutation sur Lyon pour son travail, elle se retrouve isolée dans les nouveaux grands ensembles lyonnais et puis elle cherche quelque chose qui n'est pas trop prenant pour sortir de chez elle et elles vont trouver cette pratique de la GB et puis elles vont trouver une femme qui les accompagne dans la prise en main de la section ou du comité départemental. Et puis elles ont un peu de temps parce que les enfants deviennent grands, etc. Et donc elles s'investissent à la Fédé. Et au final, le lien, c'est un peu ce qu'on avait montré dans un article avec Jean, le lien avec le mouvement féministe plus radical de cette période, il n'existe pas. Et on avait qualifié ça de féminisme plus modéré, de féminisme plutôt culturel, voilà, lié en acte, voilà, qui n'est pas revendiqué. On a noté là. Les propositions, on va investir. Ouais. Et il y a aussi dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a cette première agrègue, parce que là on rebascule, alors on peut parler des jurés, mais on peut parler aussi des amis. Cette première agrègue, elle consacre en fait des gens qui sont déjà aux manettes. Pour avoir fait des entretiens, alors, sur la première décennie, avec plusieurs lauréats et lauréates de l'agrègue, on voit bien que c'est pas non plus le Graal, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un parcours, mais qui n'est pas central dans la trajectoire, d'une part, et de deux, je reviens spécifiquement sur la première agrègue de 83, c'est une agrégation qui est là pour assurer une promotion professionnelle des personnes qui étaient déjà aux manettes de l'éducation physique dans la décennie précédente. Voilà, c'est aussi cela qui effectivement il y a des effets d'ajustement, en tout cas, voilà, spécifiquement sur la première et les toutes premières agrégations. Et pour la question de l'entraînement un peu olympique des athlètes, en fait c'est assez compliqué de répondre, en tout cas de faire une réponse unique, parce que la préparation et l'entraînement varient déjà en fonction des fédérations et en fonction peut-être des clubs aussi et des athlètes, de la situation sociale des athlètes. Mais globalement on pourrait en tout cas situer différents pôles, en tout cas situations. Il y a déjà la situation des athlètes qui vont se retrouver à l'INS au bataillon de Joinville notamment, qui seront en stage donc de longue durée, qui ne sont donc que des hommes parce que ça concerne le service militaire, c'est des choses qui sont déjà dénoncées en tout cas dans les revues fédérales, notamment en natation. On pourrait aussi retrouver globalement, il y a ce qu'on appelle des réunions de préparation, réunions pré-olympiques ou de préparation olympique, qui sont en fait des petites compétitions de fédération qui sont organisées pour sélectionner, globalement, former la sélection tout au long de l'année olympique. Des stages INS, la plupart du temps masculins également, et des stages parfois aussi de désintoxication, ou d'oxygénation. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire du ski en montagne à l'école nationale du ski et d'alpinisme, et on va tout faire sauf du sport. J'ai pas trop saisi tous les enjeux de ces stages-là, mais c'est assez intéressant. Il y a déjà ça faisait parler avec la présentation de Pauline hier, il y a déjà cet intérêt peut-être de mettre dans les bonnes conditions mentales les athlètes, même si c'est pas forcément dit à ce moment-là comme ça. Mais oui, il y a des situations très variées. Par exemple, il y a vraiment une école toulousaine autour d'Alban Mainville qui va former Fred Nakache, qui forme Jean Boiteux, et qui est totalement différente qui va avoir des situations. On va ouvrir des piscines justement pour ces athlètes-là, contrairement à par exemple des Gilbert Bozon qui seront entraînés par différents entraîneurs, la Tour qui a parfois des aménagements professionnels pour pouvoir avoir du temps pour l'entraîner, mais pas systématiquement, qui vit avec ses parents dans une pièce avec une mère malade et qui en fait se voit refuser des offres parce qu'il a l'impression d'abandonner ses parents. Enfin, en fait, la situation vraiment
mériterait une comparaison limite prosopographique des différents athlètes. Mais c'est pas l'ambition de ma thèse, mais j'essaierai en tout cas de définir globalement les différentes situations de préparation. Merci. Une ultime question, Loïc. Ouais, pour Natalia. J'avais une question sur. Je crois que tu l'as situé dans l'entre-deux-guerres, mais tu as parlé d'expérience de mixité, d'enseignement à l'initiative de certaines femmes, je crois. Et du coup, voilà, c'était ma question, c'était est-ce que tu pouvais nous en dire un petit peu plus si tu as des éléments là-dessus, parce que pour deux raisons. Voilà, on est dans une période où la norme scolaire est celle de la séparation des sexes, encore plus en UPS pour raison morale, minéralité, tout ce que l'on sait. Et première chose. Et deuxième point, c'est parce que quand il y a des expériences de mixité, on se rend bien compte qu'elles sont plus souvent pas le fait, mais confiées à des hommes. Donc voilà, c'est original pour ces deux raisons. Donc c'est début des années 1920 dans le département du Nord. C'est organisé dans les écoles. Alors, il faudrait que je relise exactement un truc qui date de ma thèse. Mais en gros, c'est une collaboration avec le recteur de l'académie, et c'est la mise en place de cours d'éducation physique mixte pour les enfants jusqu'à 12 ou 13 ans. Donc il y a quand même cette limite qu'on connaît de la puberté aussi, là, qui conduit aussi en éducation physique souvent à différencier les contenus de manière plus importante. Et c'est Marguerite Despots qui les met en place sur le terrain parce que au même moment, elle est formée à l'Institut supérieur de Gand d'éducation physique, et donc elle est reconnue pour cette formation-là. Et c'est dans le cadre d'une section de la Ligue française d'éducation physique, donc de la Ligue de Tissier, qui va se créer dans le Nord, avec le recteur Coy notamment, qui fait le lien un peu entre Bordeaux et le Nord. Et donc cette section-là reprend les idées de Tissier et essaie de les appliquer dans les écoles. Et dans les idées de Tissier, il y a vraiment cette idée que avant la puberté, les corps des filles et des garçons ne sont pas si différents, et donc les contenus de la méthode suédoise peuvent être quasi identiques pour les filles et les garçons. C'est ce que j'avais montré en montrant qu'ils créent deux scénarios de leçons d'éducation physique, là, le bûcheron pour les garçons et la fermière pour les filles, mais que finalement ces scénarios ils sont différents dans l'imaginaire et les représentations des rôles sociaux, mais pas dans les gestes qu'on leur demande de réaliser. Et donc ça s'appuie sur ces scénarios-là qui vont être communs jusqu'à 12-13 ans pour les enfants. Et l'idée de Tissier que l'éducation physique, finalement, elle va se différencier de manière plus importante à partir de cet âge-là. Ce qui leur permet de créer des cours mixtes. Ça dure de mémoire 3-4 ans au début des années 20, mais je pourrais t'en dire un peu plus en relisant le chapitre en question. Bien, c'est noté. Merci pour votre attention. Merci aux intervenants.